L'échiquier international, bienvenue à vous. France, est-on en face d'un système politique avec un différentiel de traitement envers ses communautés, même si officiellement la France n'en reconnaît aucune, du moins en principe. Or, il suffit d'un drame pour remettre ce débat au centre, à savoir, y a-t-il un deux poids, deux mesures en fonction de ses origines au sein de la République française? Large question qui souvent déchaîne les passions. Le meurtre atroce du jeune Aboubacar Cissé, jeune musulman dans une mosquée du Gard au sud de la France, a laissé transparaître, en tout cas pour certains, une forme d'incompréhension et de vive critique de la part de la communauté musulmane particulièrement. Une absence de réaction du ministre de l'Intérieur et des cultes en a dérouté plus d'un. Le 1er mai, au moins 1 millier de personnes s'est donné rendez-vous à Paris pour rendre hommage à Aboubacar Cissé. Les manifestants ont profité pour dénoncer l'islamophobie croissante en France. Eh bien justement, on a voulu creuser de ce côté avec notre invité du jour qui enquête et qui travaille sur ce phénomène depuis plusieurs années. Peut-on parler empiriquement d'un phénomène de racisme anti-musulman en France? Les incidents ne manquent pas pour répondre à l'affirmatif sans sourciller. L'environnement délétère de quelques médias est-il responsable de cet environnement toxique? Et surtout, comment est-on arrivé là? On en parle, à tout de suite. Le meurtrier du jeune musulman Aboubacar Cissé à lardé d'une cinquantaine coups de couteau aurait été guidé par une envie obsessionnelle de tuer une personne. D'après la procureure de la République de Nîmes, Cécile Jansac, la famille du défunt demande justice. Mais le drame a fait ressurgir moult interrogations. Justement pour en parler, je reçois Vincent Gesser. Bonsoir. Bonsoir. Politologue et sociologue, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, également chargé de recherche à l'Institut des études sur le monde arabe et musulman à Aix-en-Provence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Vincent Gesser, concernant l'assassinat du 25 avril dernier d'Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard, vous le dites dans une publication récente qu'il faut bien mesurer le caractère inédit de cette attaque. Vous allez plus loin en disant qu'il y aura un avant et un après. Alors expliquez-nous. Pourquoi j'ai dit effectivement dans une tribune, pas dans une tribune, dans un interview du journal Libération qu'il y aura un avant et un après? Pour une raison, je dirais, majeure. C'est que jusqu'à présent, nous, les sociologues, les universitaires, ont travaillé sur la peur de l'islam, comment la société française, les acteurs de la société française avaient peur de l'islam, mais depuis cet assassinat, dans des conditions horribles, il faudrait aussi travailler pour nous, universitaires français, sur la peur des musulmans. Car une des conséquences principales de ce meurtre, dans des conditions atroces, c'est que les musulmans de France commencent à avoir peur, continuent à avoir peur, et ça accentue leur peur de la société française. Ils ne se sentent plus en sécurité dans leur propre société, alors que beaucoup de musulmans sont de nationalité française, appartiennent même pour certains aux classes supérieures, aux classes moyennes de cette société française, et malgré tout, ils ont le sentiment de peur. Ils ont peur qu'un jour, leurs enfants, leur père, leur mère, leurs cousins, leurs amis se fassent agresser violemment, voire même assassiner parce que musulmans. Donc c'est là où je dis qu'il y a un avant et un après. C'est que jusqu'à présent, on parlait plutôt de la peur de la société française à l'égard de l'islam et des musulmans. Mais aujourd'hui, nous, chercheurs, il faut intégrer aussi la peur des musulmans à l'égard d'une partie de la société française qui n'accepte pas leur présence précisément dans la nation française ou qu'on considère que les musulmans et l'islam n'ont pas sa place dans la société française. Vous qui travaillez sociologiquement sur ce sujet, est-ce que vous observez une aggravation du phénomène dit de l'islamophobie? Je dirais que oui et non. Alors au niveau des actes, oui, il y a quand même de plus en plus, même si c'est des actes qui ne sont pas de nature criminelle, mais de violence réelle ou symbolique, des tags racistes, des insultes, des lettres adressées aux responsables musulmans français, des lettres de haine. Mais il y a aussi et surtout, comme nous le soulignons dans nos écrits,
et comme le soulignent d'autres sociologues, d'autres chercheurs, il y a aussi ce qu'on appelle une sorte de climat islamophobe qui est très largement, malheureusement, entretenu par le discours politique français. Alors certes, bien sûr, des partis d'extrême droite, comme le parti de M. Zemmour ou comme le parti de Marine Le Pen, mais aussi par un certain nombre de responsables gouvernementaux qui instrumentalisent délibérément cette peur de l'islam, je dirais même cette haine de l'islam, pour des raisons purement électorales. Et notamment, je dirais à ce niveau-là, un ministre, le ministre français de l'Intérieur, qui, en quelque sorte, fait son beurre électoral, fait son beurre politique, tente aujourd'hui de se bâtir une carrière de présidentiable sur le dos des musulmans et en attisant cette haine contre les musulmans. Oui, il y a un climat aujourd'hui qui est profondément malsain, qui en permanence revient de manière obsessionnelle sur la question de l'islam et des musulmans. Oui au débat sur l'islam, oui au débat sur la place de l'islam dans la société française, mais en revanche, ce qui paraît grave aujourd'hui, c'est que des élites qui sont censées incarner une certaine moralité politique, malheureusement, certaines élites françaises, et parmi elles certaines élites gouvernementales, attisent cette haine à l'égard des musulmans qui, rappelons-le, sont dans leur société, sont des Français comme les autres. Alors, il n'y a pas uniquement la responsabilité de certains politiques, puisque, pour parler de l'affaire Boubacar Cissé, les médias, au départ, ont parlé d'une rixe entre deux musulmans, deux pratiquants qui auraient mal tourné. Alors, malheureusement, vous me faites bien de poser cette question. Bien sûr que les médias peuvent se tromper parce qu'ils ont des sources d'informations qui ne sont pas toujours très fiables, qui sont souvent d'ailleurs les sources d'information officielles, les préfectures, le ministère de l'Intérieur. Mais ce qui est intéressant dans cette représentation médiatique de la risque, c'est vraiment une représentation profonde. Lorsque les musulmans ont des problèmes, c'est obligatoirement, dans une partie de l'imaginaire de certains Français, c'est un problème tribal, c'est un problème communautaire, c'est un problème, en gros, lorsqu'un musulman est agressé, c'est une histoire de drogue, c'est une histoire de règlement de compte interne. Les musulmans, finalement, sont toujours considérés comme des victimes, mais des victimes au sein de leur propre communauté, c'est-à-dire victimes d'autres musulmans. Et on a du mal à considérer que les musulmans, et vous en Algérie, vous le savez mieux que moi, peuvent être aussi des victimes d'agression, des victimes de violence, voire même des victimes du terrorisme. Je rappelle que le terrorisme qui frappe la société française, parmi ces victimes, il y a aussi des Français ou des étrangers de confession musulmane. Par exemple, pour l'attentat de Nice, presque plus d'un tiers des victimes étaient des personnes de religion ou de culture musulmane. Malheureusement, on a du mal à considérer que les musulmans peuvent être aussi victimes de violence, peuvent être aussi victimes de racisme, peuvent être aussi victimes de terrorisme. Alors, selon Cécile Jansac, la procureure de Nîmes, elle ne retient pas l'acte d'islamophobe. Comment est-ce qu'on pourrait, comment vous réagissez, comment vous expliquez son explication? Sur ça. Elle dit rapidement que l'auteur aurait agi dans un contexte isolé, sans revendication idéologique ou au lien avec une organisation. Écoutez, c'est malheureusement le problème de toutes les affaires de terrorisme, y compris de ce qu'on appelle le terrorisme djihadisme ou du terrorisme d'extrême droite, raciste, islamophobe, ou du terrorisme, et là aussi, malheureusement, votre société est bien au courant, il peut avoir des actes, je dirais, isolés, mais qui sont reliés à un contexte. C'est-à-dire que quand quelqu'un aujourd'hui tue un musulman en train de faire sa prière dans une mosquée et dit « sale musulman », ton Dieu, et insulte son propre Dieu, eh bien, quelque part, il agit peut-être de manière individuelle, mais quelque part incité par un contexte, par une facilitation, par un discours, par une ambiance, comme le disait d'ailleurs l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, parce que quelque part, il y a en France aujourd'hui une forme d'islamophobie d'atmosphère. Donc oui, peut-être qu'il a agi, qui ne répondait pas au plan d'une organisation d'extrême droite ou d'une organisation terroriste anti-musulmane, mais l'ambiance actuellement en France, disons-le, anti-musulmane ou islamophobe, et les paroles totalement irresponsables de certaines élites politiques et médiatiques, en tout cas, favorisent parfois ce passage à l'acte violent, qui peut être l'insulte, qui peut être la menace, mais qui peut être parfois un passage à l'acte, jusque comme nous l'avons vu, le meurtre, le crime.
Mais surtout, Vincent Gesser, vous êtes sociologue, vous connaissez le poids des symboles. On a les vidéos de l'acte atroce, on connaît à peu près les mots prononcés par le meurtrier, même le lieu choisi qui n'est pas neutre puisqu'il s'agit d'une mosquée. Oui, il s'agit d'une mosquée et qui est un symbole. Ça nous rappelle ce meurtre horrible d'un prêtre, donc le prêtre Hamel, dans une église dans la région de Rouen par deux jeunes djihadistes. Mais ce qui est grave en plus, et ce qui est peinant pour cette histoire, c'est que c'est une mosquée qui est le symbole d'un islam tranquille. Petite mosquée, petite salle de prière, réunissant des musulmans du village, de toutes les générations, de toutes les origines nationales, algériennes, marocaines, tunisiennes et même parfois converties à l'islam. Une mosquée sans problème, dans un village sans problème, et c'est ce qui rend le plus dur, le plus triste, le plus horrible ce crime. Finalement, une mosquée qui est le symbole de l'intégration de l'islam à la société française, et c'est précisément là où il y a un meurtre. Et je crois que c'est ça qui a beaucoup secoué, ému, traumatisé les musulmans, c'est que cette mosquée n'a pas eu lieu, ce meurtre, pardon, n'a pas eu lieu dans une manifestation, n'a pas eu lieu dans une confrontation, n'a pas eu lieu dans une confrontation ou dans un conflit entre deux groupes. Il a eu lieu d'un simple croyant, malien, paisible, qui invitait quelqu'un à faire la prière avec lui, qui lui apprenait la prière, et c'est en lui apprenant la prière qu'il a été assassiné sauvagement par plus de 50 coups de poignard. Donc, un crime atroce, mais qui est aussi d'autant plus atroce qu'il intervient pourtant dans ce qui est un lieu de symbole de l'intégration, de la dimension musulmane de la société française que certains ne veulent pas admettre. On a beaucoup commenté, vous en parliez tout à l'heure, on a beaucoup commenté l'attitude ou l'absence d'attitude du ministre de l'Intérieur et des Cultes, le dénommé Retailleau Bruno, qui a mis 2 jours à se rendre sur les lieux. Il s'y rendra finalement, mais à la sous-préfecture et non pas à la mosquée. Vous le dites, le contexte des deuils et des tragédies, comme celle qui a touché la famille d'Aboubacar Cissé, aurait été l'occasion de démontrer une forme de cohésion, un deuil collectif, c'est-à-dire, comme le disent les sociologues, faire société. Donc un ministre de la République et des Cultes, et qui plus est, n'a pas été au rendez-vous. Le message est pourtant... Enfin, on a l'impression que le message est clair. Est-ce que, d'emblée, on a envie de vous poser la question, est-ce qu'il a commis un faux pas? Est-ce que c'était volontaire? Je ne pense pas qu'il est... Oui, du point de vue des valeurs de la démocratie, des points de vue des valeurs de l'humanité, de l'universalisme, c'est un faux pas. Parce que quand on est ministre de la République, on doit être exemplaire. On doit d'abord apporter une parole d'apaisement, une parole de deuil, aller voir la famille, aller voir les membres de la communauté musulmane locale et présenter, je dirais, ces formules de condoléances. Quand on est un ministre, quand on est un responsable public, on doit être encore plus exigeant pour soi-même. Et je pense que malheureusement, cet acte du ministre, cet acte manqué du ministre de l'Intérieur, est révélatrice d'une société dans laquelle on ne sait même plus faire deuil, on ne sait même plus rendre hommage à des disparus, quelle que soit d'ailleurs leur communauté religieuse. Et comme je le dis souvent, savoir faire deuil, c'est faire société, c'est faire nation, c'est faire communauté nationale. Pardonnez-moi, Vincent Gesser, mais si on veut être si on veut respecter la laïcité, normalement, quand on est ministre ou quand on est représentant des institutions, on devrait démontrer une neutralité. Retailleau aurait dû, lui, le garant, ministre de la République et le garant de la laïcité, aurait dû se présenter. Non seulement, vous l'avez raison, une neutralité, mais aussi une humanité. C'est-à-dire que quand on est ministre, on est responsable d'une communauté humaine sur un territoire national. Et c'est-à-dire qu'on doit être le premier à réagir, on doit être le premier à faire un discours, doit être le premier à aller rencontrer la famille, on doit être le premier à appeler à une sorte d'union sacrée autour de cette victime. Autour, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit juive, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit d'autres religions. Or, le ministre a été, je dirais, presque le dernier à rendre cet hommage. Et de ce point de vue-là, oui, c'est une faute politique, mais je dirais plus encore, c'est une faute morale. Et la faute morale, c'est quelque chose de plus grave que la faute politique. Parce que par calcul politique électoral, il a ignoré pendant 48 heures ce deuil, tout simplement pour des raisons essentiellement électoralistes, pour se bâtir une carrière de présidentiable,
Mais je pense qu'il a malheureusement fait une faute, et même parfois, même des gens de droite ont été choqués par cette attitude, je dirais, de quasi-indifférence à l'égard d'une victime qui avait été assassinée dans des conditions particulièrement horribles. Et en tant que ministre de l'Intérieur, même si la France est un pays laïque, qui ne reconnaît pas les religions, mais les connaît, de toute façon, il devait déclarer, au moins, quand on tue un musulman, c'est aussi la République quand on assassine. Quand on tue un juif, c'est la République qu'on assassine. Quand on tue un chrétien, c'est la République qu'on assassine. Et justement, une République laïque, certes, elle est neutre, mais en revanche, elle a aussi un devoir et une obligation, c'est de protéger les individus et les groupes, de protéger les individus et les groupes, quelle que soit leur appartenance religieuse et philosophique, et de les traiter sur un plan de stricte égalité, ce que n'a pas fait le ministre Retailleau. Alors Vincent Gesser, le terme islamophobe, vous êtes un des premiers à l'introduire en France au début des années 2000 avec votre livre « La nouvelle islamophobie ». Vous en avez esquissé les prémices avec les phénomènes sociaux, tandis que pour Bruno Retailleau, le terme islamophobe a été inventé par les mollahs de la République d'Iran. Vos travaux ont été une forme de réponse à cette approximation dont fait preuve le ministre de l'Intérieur. Oui, alors il n'y a pas que mes travaux, il faut aussi saluer l'excellent livre de Marwan Mohamed et Abdelali Hajat, qui a bien travaillé, puis de tous mes confrères et tous mes consoeurs sociologues universitaires, en tout cas très rapidement, ou du journaliste Alain Grèche, qui a fait des travaux extraordinaires sur cela. Bien sûr évident que ce terme n'est pas du tout une invention des mollahs ou de la République islamique d'Iran. D'ailleurs, on ne sait toujours pas, ceux qui disent ça, ne sait toujours pas comment on dit en farsi islamophobie. Donc ils disent que c'est une invention iranienne, mais on n'a toujours pas la traduction en iranien. Et surtout, c'est un terme, je vais vous dire, et ça va faire plaisir aussi au public, à vos téléspectateurs algériens, c'est un terme notamment qui a été employé dès les années 1920 par quelqu'un qui est extrêmement respecté en Algérie. C'est Étienne Diné, le poète, le peintre, qui était converti à l'islam, qui se sentait en communion avec le peuple algérien. Alors il est mort bien sûr avant l'indépendance, et qui lui avait employé ce terme islamophobie. Vous voyez, en 1920, depuis d'ailleurs Boussada, où il habitait, où il dénonçait déjà le racisme et la haine à l'écart des musulmans. Donc je dirais que ce terme, islamophobie, a été inventé par un Français qui vivait en communion à l'époque avec la société algérienne, Étienne Diné. Et donc c'est absolument pas une invention des mollahs iraniens, c'est une invention, on peut dire internationale, mais dans le contexte français, c'est une invention franco-française, ou on va dire même franco-algérienne, d'un homme qui avait une spiritualité et qui d'ailleurs s'était converti à l'islam et qui dès 1920 dénonçait la haine, la peur et le racisme anti-musulman, Étienne Diné, que tous les Algériens connaissent. Alors l'islamophobie en France, on continue d'en parler, ou le racisme anti-musulman en France. Alors, selon un récent rapport du CNCDH, c'est-à-dire l'Institution française de la promotion et de la protection des droits de l'homme, qui est une autorité administrative indépendante et accréditée auprès des Nations Unies, selon un dernier rapport, 1 million de personnes en France ces dernières années se seraient dit victimes de racisme, mais pourtant moins de 5% auraient porté plainte. Comment vous interprétez cette donnée ? Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs phénomènes. Le premier phénomène que j'évoquais au début de cet entretien, les musulmans ont peur. Ils ont peur, c'est-à-dire qu'ils peuvent être victimes de racisme anti-musulman, mais ils ont peur d'aller le dénoncer, parce qu'ils ont peur de ne pas être crus. Ils ont peur aussi, parfois, en dénonçant les crimes ou les actes ou les paroles islamophobes, d'être eux-mêmes accusés. Bon, il y a déjà ça. Deuxième phénomène qui est lié, mais qui n'est pas tout à fait, c'est qu'ils ont perdu pour une part confiance dans les institutions, dans leur capacité à lutter contre l'islamophobie. Voilà. Et troisième phénomène, c'est qu'il y a une sorte de fatalisme chez beaucoup de musulmans, parce que, effectivement, tout ce qui a été organisation de lutte contre le racisme anti-musulman et contre le racisme ou contre l'islamophobie, toutes ces organisations aujourd'hui font l'objet d'une extrême surveillance. Donc finalement, quelque part, il faut le dire, oui, les musulmans de France, et notamment ceux de nationalité française, se sentent eux-mêmes en insécurité. Et parce qu'ils se sentent en insécurité, c'est pas qu'ils baissent la tête, c'est pas qu'ils se soumettent, c'est pas qu'ils disent tout ça est très bien. Ils ont tout à fait conscience, mais ils ont parfois perdu confiance dans leurs propres institutions, dans leur propre autorité, d'où je dirais qu'il y a une sous-évaluation et une sous-déclaration
du nombre de victimes de l'islamophobie, parce que beaucoup de victimes de l'islamophobie ne portent pas plainte et n'entreprennent pas de procédure judiciaire. C'est une crise de confiance, en fait. Voilà. Quand on dit qu'il y a 100 ou 200 actes islamophobes par an ou un peu plus, c'est bien en dessous de la réalité. C'est bien en dessous de la réalité française actuelle. Mais le fait est de ne pas porter plainte prouverait peut-être qu'il y a une crise de confiance entre la communauté musulmane et les institutions de la République, en tout cas les institutions judiciaires. Je crois qu'il y a deux choses. Je crois que beaucoup de musulmans de France, qu'ils soient français ou étrangers, légalement établis sur notre territoire, apprécient ces institutions. Ils apprécient la justice, ils apprécient leurs élus. Beaucoup de musulmans aussi participent aux élections. Alors, il faut quand même préciser qu'ils sont électeurs pour beaucoup, mais ils sont aussi élus. Il y a de plus en plus en France d'élus français de religion ou de culture musulmane, et même certains parmi eux, parmi les élus de la République, j'en connais personnellement, notamment français d'origine algérienne, non seulement ils sont de famille musulmane, mais ils sont aussi pratiquants et croyants de cette religion. Je pense qu'ils ont à la fois un respect de ces institutions, mais en même temps, ils ont un doute de l'efficacité de ces institutions. Ils les respectent, mais ce qu'ils critiquent, c'est finalement le deux poids, le trois poids ou le quatre poids de mesure, qui fait que quand eux sont victimes, personne finalement dénonce publiquement dont ils sont victimes, ceux dont ils sont victimes, alors que quand d'autres communautés sont victimes, en revanche, là, on entend plus de bruit, on entend plus de discours, et c'est beaucoup plus médiatisé. Donc, les musulmans... Comment vous l'expliquez, justement ? Oui, les musulmans ne dénoncent pas ces institutions, ça, il faut être très clair, mais ils en sont profondément désillusionnés, ils sont profondément déçus, et malheureusement, la façon dont les autorités françaises ont réagi au meurtre d'Abou Bakar Cissé montre qu'encore une fois, ce n'est pas les musulmans qui ont été en dessous de tout, c'est une partie des responsables politiques et notamment des responsables gouvernementaux qui n'ont pas été à la hauteur de cet événement dramatique, qui n'ont pas su rendre hommage à une partie de la communauté nationale, car il faut rappeler, les musulmans de France ne sont pas en dehors de la communauté nationale, ils en font pleinement partie. Et comment le sociologue que vous êtes répondrait aux deux poids, deux mesures que vous évoquiez ? Est-ce que c'est une réalité ? Parce qu'on a entendu beaucoup de critiques par rapport à ça, c'est-à-dire quand il y a des actes dits antisémites. C'est une réalité. Je ne dis pas que c'est un plan qui est programmé de dire on va maltraiter les musulmans. Bien sûr qu'il y a certains responsables politiques ou même médias, puisqu'aujourd'hui on a des médias d'extrême droite, de ce qu'on appelle des chaînes d'information continue d'extrême droite, qui bien sûr là clairement font du racisme anti-musulman pour avoir de l'audience ou pour avoir des voix aux élections. Mais sinon, pour les autres acteurs, c'est pas tant du racisme direct que l'idée que ces musulmans, ils sont pas très matures, ils sont communautaires, ils sont tribaux. Vous voyez, c'est toujours une vision plutôt péjorative. C'est presque un processus inconscient, mais malheureusement qui produit des actes très conscients cette fois. Et je dirais qu'on est dans ce paradoxe français où on ne cesse de dire que les musulmans se comportent comme une communauté, qu'ils font preuve de communautarisme, mais à force de les traiter différemment, effectivement, on crée parfois un sentiment de solidarité communautaire. Quand je dis la contradiction de ces politiques qui dénoncent les communautés, c'est finalement eux-mêmes de finir par créer cette communauté, parce que aujourd'hui, beaucoup de gens se sentent solidaires des musulmans parce qu'ils considèrent qu'ils sont traités de manière inéquitable aujourd'hui dans la République française et que si ça continue, ça finira par tourner très mal. Alors Vincent Gesser, il nous reste moins d'une minute. Est-ce que vous pensez que les actes qui ont touché la famille Abou Bakar Cissé risquent encore de se reproduire ? Oui, c'est possible, malheureusement. C'est possible parce qu'on a de plus en plus de discours qui légitiment ce racisme anti-musulman. Regardez M. Rotaillot, non seulement il n'avait pas été à la hauteur pour rendre hommage, mais 2 jours après, il faisait une déclaration pour faire interdire le port du voile à l'université. C'est-à-dire que 2 jours après, il réutilisait cette vieille machine, cette vieille rengaine anti-musulmane pour se bâtir une carrure de président de la République. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il utilise le racisme anti-musulman et l'islamophobie comme un carburant politique. C'est comme si, malheureusement, un certain nombre de responsables politiques, un certain nombre de médias n'avaient pas su retenir des leçons d'humanité, de citoyenneté de ce drame affreux qui a ensanglanté les musulmans, mais qui a aussi ensanglanté la République française. Je le répète, quand on tue un musulman, on ne tue pas seulement un musulman, on tue aussi quelque part une partie
de notre humanité et de notre République. Et ce sera le mot de la fin pour l'émission du jour où j'ai été accompagné du sociologue Vincent Gesser, que je remercie. Merci d'avoir été des nôtres, Vincent Gesser, et je vous dis à bientôt. Vos auditrices et auditeurs algériens et de tous les pays. Merci beaucoup. Quant à nous, chers téléspectateurs, on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.